Bonjour, je suis Marina Ruiz-Cano. J'ai soutenu une thèse très récemment à l'Université de Nanterre, le 10 décembre 2021, sous la direction de Zoraida Carandey, intitulée Espace, mémoire et identité dans le théâtre espagnol, le cas du théâtre basque 1979-2004. Et actuellement, je suis Prague, donc professeur agrégé à l'Université du Mans. Merci beaucoup, Marina, d'avoir accepté cette invitation. Et même, on voit que même si la soutenance de thèse est récente, c'est toujours dur de retenir l'entièreté du titre de nos C'est thèses, ça. parfois qui est très long. Donc, la première question que je vais vous poser, et celle qu'on pose à tous les participants à ces entretiens, à savoir si votre thèse a été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, c'est-à-dire la licence, un master et une thèse, ou d'un parcours plus singulier. Alors, je pense que c'est plutôt un parcours singulier, puisque je viens du Pays Basque côté espagnol, donc j'ai fait des études en lettres modernes dans un premier temps, avec un master en littérature française comparée à Paris 4, et j'étais partie sur un projet de thèse au Pays Basque sur le théâtre, enfin sur la théorie théâtrale de Denis Diderot, donc rien à voir avec ce que je viens de vous présenter, et que j'ai finalement fait. D'ailleurs, j'ai soutenu aussi une autre thèse il y a 2 ans à l'Université du Pays Basque sur le théâtre de Denis Diderot en lien avec un auteur, un dramaturge valencien, Rodolphe Sirera. Et par la suite, donc j'étais déjà en France et j'ai décidé que je voulais plutôt rester en France. Donc je me suis dit, il faut se réorienter un peu, le XVIIIe siècle français, voilà, pour une Espagnole qui veut travailler à l'université française, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai toujours gardé cette ligne de travail qui était les théâtres, qui est pour moi une passion. Et je me suis mise en contact avec Zoraida Carandey pour lui proposer un projet de thèse autour du théâtre politique. Voilà, donc on a évoqué le théâtre basque, le théâtre catalan, puisque j'avais lu aussi beaucoup de pièces en catalan. Et finalement, voilà, c'est petit parcours un peu bizarre a donné lieu à la thèse en études hispaniques voilà, que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc effectivement, vous avez un parcours très singulier. Je l'avais encore jamais entendu, cette double thèse. Mm. Et justement, c'est peut-être l'occasion de revenir sur, d'un côté, peut-être les sujets de mémoire de master que vous auriez fait qui vous, qui vous auraient amené à cette première thèse ou à la deuxième, puisqu'elles ont l'air complémentaires. Et est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer un peu ce qu'il y avait dans cette première thèse? D'accord. Donc là, pour la première thèse, là, ça aurait été vraiment l'aboutissement d'un parcours plus traditionnel, puisque j'avais commencé à m'intéresser au théâtre de Denis Diderot en licence, en L3, avec la professeure Lydia Vázquez. Et à partir des théories autour du jeu de l'acteur, le paradoxe sur le comédien, etc. Donc, j'ai fait les premiers mémoires de master. Alors, sachant qu'en Espagne, les études, c'est 4 ans, donc c'est une maîtrise. Donc, de ce fait, je ne fais qu'un seul mémoire de master, puisque je suis entrée directement à N2. Et là, j'avais découvert l'auteur valencien, Rodolphe Sirera. Donc, j'ai commencé par comparer le paradoxe sur les comédiens et la pièce en catalan, El Verí del Teatre, qui a par la suite donné lieu à cette première thèse où j'ai inclus un troisième auteur britannique. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'intertextualité entre un auteur britannique, un auteur français et l'auteur valencien, autour des limites de la réalité, la fiction, et autour du jeu du grotesque, la mise en scène de la mort du personnage ou de l'acteur, etc. Et donc là, vous parlez de théâtre anglais, français, valencien. Et donc, comment vous êtes arrivé au théâtre basque, à savoir quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais commencé à évoquer une idée, un projet de thèse avec Zoraida Carandel autour du théâtre comme espace politique, donc notamment Catalogne et Pays Basque. Mais bon, ça restait encore très vaste comme sujet, évidemment. Surtout qu'en Catalogne, il y a plein de travaux faits là-dessus. Il y a beaucoup de théâtre qui s'est produit constamment. Et je suis allée parler avec des gens de théâtre à Bilbao, non, donc des gens qui avaient participé au mouvement du théâtre indépendant, le théâtre indépendant développé aux années 60, 70, pour leur demander s'ils avaient des textes, des pistes, etc., pour m'aiguiller un petit peu. Donc évidemment, les textes, ils sont perdus, on ne sait pas trop où. Hein. J'espère encore qu'un jour ils apparaîtront dans une cave.
Et j'étais allée voir Ramon Barea, donc l'acteur qui avait fondé Cómicos de la Legua puis Carraca, qui étaient des troupes de théâtre indépendant très connues. Et il m'a dit, ah Marina, va voir mon frère Pedro Barea, c'est lui, donc lui c'est un critique théâtral, lui il est très organisé, et voilà, il va t'aider sûrement. Donc je suis allée voir Pedro, qui m'a dit à quoi bon chercher des idées en Catalogne, en Espagne, etc., quand tout est à faire dans les études sur les théâtres basques. C'est vrai qu'il y a une énorme lacune historiographique et académique là-dessus. Et donc, c'est là que j'ai trouvé mon sujet. Je me suis dit, bah, il y a toute une lacune là, un sujet qui me passionne. En plus, je peux faire des interviews, voir les gens régulièrement au Pays Basque. Donc voilà, s'il y a vraiment un moment déclencheur, c'était cette rencontre avec Pedro Barea à El Café Bilbao, je me souviens très bien. Et avec beaucoup de précision, vous nous le racontez effectivement. Et il y a un mot justement que j'ai retenu de vos explications, c'est celui d'une historiographie du théâtre du Pays Basque. Et justement, peut-être que vous allez l'évoquer maintenant, pouvez-vous nous dire en quelques phrases ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse? Autrement, quelle était votre thèse justement sur ce théâtre basque? D'accord, donc je ne vais pas évoquer l'historiographie, puisque là, ça c'est plutôt un projet que j'ai à venir. Non, et ce serait bien aussi s'il y a d'autres régions qui s'égrèvent quand même, parce que vu qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est d'un côté passionnant, puisque tout est à faire, mais d'un autre côté, c'est laborieux. Et dans le cadre de ma thèse, plus particulièrement, j'ai voulu montrer deux choses, je pense. Et d'un côté, un peu dans les sillages des idées de José Carlos Mainer, et dans Historia de la literatura, j'ai voulu démontrer qu'en fait, la historia de la literatura espagnole n'est pas univoque, n'est pas qu'une seule histoire, mais elle est composée de plusieurs littératures nationales ou régionales, voilà, différentes sensibilités. Donc j'ai voulu d'un côté revendiquer cette parcelle de la littérature dramatique dans l'histoire de la littérature espagnole. Sachant que pour moi, au début, c'était un peu compliqué, car venant de l'université basque, disons qu'on a deux parcelles. D'un côté, on parle de la littérature en langue espagnole, donc celle qu'on va étudier en Filologia Hispánica, et d'un autre côté, de la littérature basque qu'on va étudier en Filologia Vasca, en Euskal Filologia. Donc pour moi, au début, c'était un peu compliqué d'inclure des textes en langue basque dans mon corpus, justement. On était très... Là-bas, on sépare beaucoup, mais en fait, je me suis dit, bah, José Carlos Manel, il a tout à fait raison, et c'est l'occasion déjà de pouvoir développer cette idée en France, c'est peut-être plus simple qu'au Pays Basque d'ailleurs, de démontrer que la littérature basque fait partie de la littérature espagnole, et en castillan et en basque. Et d'un autre côté aussi, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais quand je parle de théâtre, je ne m'étais pas cantonnée à la littérature dramatique, mais aussi au spectacle. Donc, j'ai combiné un corpus des pièces publiées et des pièces jouées. Et donc, dans cet espace politique qu'est le théâtre, je voulais aussi démontrer que dans un cas ou dans un lieu comme la société basque, avec tous les conflits qu'il y a eu suite au terrorisme de l'ETA, les théâtres pouvaient avoir une fonction de réparation, de solidarité et de dialogue dans la société. C'est justement une question, un commentaire que j'allais vous faire. C'est pour vous, quelles sont les spécificités justement de ce théâtre basque, que ce soit dans la littérature ou dans le spectacle? Alors, tout a commencé par ça, justement, de définir qu'est-ce que le théâtre basque, question bien épineuse, et pour laquelle j'ai donné une réponse assez ouverte, à laquelle sans doute je ne serais pas parvenue si je n'étais pas venue en France. Enfin, je veux dire, pas parce que je suis en France, mais si je n'avais pas quitté le Pays Basque. Donc, les spécificités du théâtre basque, à mon sens, il y a toute une esthétique dans le jeu de l'acteur qui se voit de plus en plus maintenant, puisque bon, au début, il n'y avait tout simplement pas d'école de formation de théâtre au Pays Basque. D'ailleurs, on n'en a toujours pas de centre de documentation théâtrale ni de compagnie stable, à différence d'autres communautés autonomes en Espagne. Donc là, on a un bon petit retard encore à rattraper, mais il y a quand même une sensibilité différente, je crois, concernant le jeu de l'acteur, les décors, les costumes. Il y a une grosse influence aussi de l'esthétique du carnaval, parfois de la commedia dell'arte. Évidemment, beaucoup de motifs qui viennent de la mythologie basque, forcément, et qui viennent avec force comme allégorie politique du conflit basque ou conflit espagnol, parfois, cela dépend, non, et notamment dans les dernières productions. Donc là, bon, je ne le sais pas étudier dans mon corpus puisque ma thèse s'arrête en 2004, qu'il ne fallait pas tricher quand même.
mais il y a des productions, il y a de plus en plus de productions qui abordent cette thématique avec une esthétique très particulière qui puise vraiment dans l'âme du peuple basque, dans la culture tout à fait construite évidemment du peuple basque. Et d'un autre côté, ben, toute la question les thématiques choisies, hein, donc notamment la violence de la société, les naufrages de la famille, comment la famille se décompose, comment les rôles politiques aussi de la société qui coule finalement, non, cette société liquide qui s'est défait. Et concernant la langue, comme je vous ai dit, j'ai théorisé, enfin, j'ai essayé de définir le théâtre basque d'une manière très ample, aussi bien pour la langue, donc, et en espagnol et en basque, et pourquoi pas en français. Enfin, là, j'ai juste étudié le théâtre de la communauté autonome du Pays basque, car sinon, je n'aurais pas fini. Mais bon, c'est un théâtre trilingue, tout à fait. Même dans les pièces, il y a de plus en plus de pièces où on entend les deux langues, forcément, c'est le reflet de la société. Et aussi par les lieux de naissance des auteurs. Donc, pareil, j'ai ouvert beaucoup la porte, non, à des auteurs comme Alfonso Sastre, par exemple, qui certes est né à Madrid, mais qui a toute une production autour du conflit basque avec beaucoup de lucidité. D'accord. Et au-delà de la borne chronologique de 2004 que vous citiez, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ce théâtre basque, il tend à se diffuser, à s'étendre au-delà de la communauté autonome, que ce soit dans le reste de l'Espagne ou en Europe ou à l'international? En Europe, je pense que ce n'est pas encore le cas, mais à niveau national en Espagne, tout à fait. On a enfin assisté à un spectacle en basque à Madrid, par exemple, en mai 2021, donc qui était Sísifo en papera, Los papeles de Sísifo, une pièce qui abordait un cas très connu justement au Pays Basque, qui était la fermeture du journal Egunkaria en 2003, pour le simple motif qu'il était rédigé en basque et que, voilà, d'après le Parti populaire qui gouvernait à l'époque, c'était une manière de financer le TA. Donc, il y a eu fermeture du journal, arrestation de l'équipe directive, avec des tortures en 2003. Donc, quelque chose qui a fait beaucoup de bruit dans la société basque, qui était inconnu de la plupart des citoyens espagnols. Et enfin, cette pièce, elle a été jouée à Madrid, en basque, puis en espagnol. Et il y a de plus en plus de productions basques, pas forcément comme celle-là, c'était très émouvant quand même d'entendre la langue basque à Madrid sur une question comme ça, non, vraiment une dénonciation. On entend l'histoire et on penserait à des mécanismes encore franquistes, non, que c'était en 2003. Mais après, il y a de plus en plus de compagnies qui arrivent, des compagnies basques, qui arrivent à jouer à Madrid de pièces comme El Florido Pensil, par exemple, qui était une comédie autour de l'école franquiste, ou maintenant il y a aussi un montage de Viaja a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez qui va être joué aussi à Madrid par une troupe basque. Donc de plus en plus, ils arrivent enfin à sortir de la région. Oui. Oui, on voit bien que s'il a fallu attendre 2021 pour arriver à ces résultats-là, la reconnaissance nationale a un peu tardé. Vous l'avez cité tout à l'heure en parlant de deux spécialistes justement du théâtre basque, mais je voulais vous poser la question de savoir si, mis à part votre directrice de thèse, quelqu'un a joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de votre thèse. Bah, je pense que, bon, mis à part Pedro Barea, bien entendu, qui m'a vraiment inspirée, et il y a eu ma première directrice de thèse aussi, Lydia Basque, non, de qui j'ai beaucoup appris, et Zoraida Carandé, évidemment, et aussi un dramaturge qui fait partie de mon corpus, en partie, dans quelques pièces, qui est Irina Fiamestoy, et que j'ai pu rencontrer, qui m'a donné vraiment des très bonnes références anthropologiques, surtout pour mieux comprendre la culture basque. Et ça a justement dû vous être d'une grande aide de pouvoir échanger directement avec l'un des auteurs de votre corpus. Ah oui, oui, c'était hyper intéressant. J'ai plus appris dans 2 heures avec lui que presque en 6 ans à lire ses travaux. Oui. Et justement, pendant ces 6 années, par exemple, vous souvenez-vous des plus grandes difficultés que vous avez rencontrées au cours de la thèse? Oui. La première difficulté, c'est que j'ai toujours travaillé à temps plein en même temps. Donc, j'ai été dans un lycée d'abord à Roubaix, où j'avais fait mon stage, et puis à Hénin-Beaumont. Donc, c'est deux réalités déjà très dures et que je ne connaissais pas du tout, enfin des réalités qui n'existaient pas du tout au Pays Basque ni dans l'État espagnol. Et concilier voilà, le travail à temps plein et avec la thèse, c'était assez difficile.
Et puis à la fin aussi, j'ai fini de la rédiger tout en étant en Prague à l'Université du Mans, donc aussi un poste qui demande pas mal de travail avec beaucoup d'heures de cours, de préparation, des copies. Et aussi, et bon, j'imagine que comme tout doctorant et doctorante, non, des petites périodes avec des insomnies. Et surtout, bon, ce n'est pas toujours évident de s'organiser quand on est toute seule, gérer et la thèse, et la maison, et le travail. Voilà. Mais c'était surtout ouais, concilier les travails à temps plein et la thèse. On arrivait enfin, je rentrais de cours, mon cerveau il était épuisé déjà, donc se remettre à lire un article ou à écrire quelques lignes, c'était tout un exploit. Et par curiosité, justement, en parlant d'exploit, pouvez-vous en dire plus sur la manière dont vous avez enchaîné ou superposé vos deux thèses? Est-ce qu'elles se sont suivies? Est-ce qu'elles ont été simultanées? Et Elles ont été simultanées. qu'est-ce que vous avez appris l'une de l'autre? Ce serait intéressant aussi. Elles ont été simultanées, et voilà la folie hein, que j'ai faite, mais bon. Car je m'étais engagée dans un premier temps à faire la thèse avec Lydia Basket au Pays Basque, donc voilà, parole des Basques, donc il fallait tenir parole quand même. Mais bon, après, je me suis dit, ah non, je vais rester en France, donc je me suis inscrite en doctorat à Nanterre en même temps. Et qu'est-ce que j'ai appris l'une des l'autre? Je pense que la première thèse, bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs lors de la première thèse et encore dans la deuxième, pas sûre de vouloir faire une troisième par contre, mais bon, il y a déjà voilà, de petites rectifications, des tirs qu'il a fallu rectifier à la fin de la première thèse où je me suis dit, bon, je vais anticiper les coups pour la deuxième, non? Surtout pour des questions d'organisation bibliographique, des choses comme ça, enfin, les petits détails, entre guillemets, mais qui prennent beaucoup de temps. Et après, c'est surtout hein, les substrats que la première thèse m'a proposé finalement, vu que c'est une thèse qui puisse, dans la France du XVIIIe siècle, une culture plutôt classique, une réflexion sur les théâtres pas depuis ses origines, mais qui n'est pas du tout l'idée qu'on a du théâtre contemporain. Donc, je pense que ça m'a permis aussi d'avoir une base solide pour jeter un regard tout autre sur mon objet d'étude. Et j'imagine que les professeurs qui ont lu votre travail ont vu peut-être justement cette complémentarité entre vos deux recherches. Ce qui m'amène à vous demander qui étaient les professeurs composant votre jury de soutenance. Mhm. Alors, il y avait, bon, bien entendu, Sraïda Karandei en tant que directrice des thèses et Marie-Claude Chaput, donc professeure émérite en civilisation de l'Espagne contemporaine, de Paris-Nanterre également. Ensuite, il y avait Maitane Ostolaza, professeure de l'Université de Nantes, donc spécialiste dans le Pays basque, notamment dans la construction des imaginaires de la fin du 19e, début du 20e siècle. Il y avait également Evelyne Rizzi, donc la professeure en littérature contemporaine à Paris 3. Isabelle Rec, donc spécialiste du théâtre espagnol, professeure à l'Université de Strasbourg. Et enfin, il y avait un collègue de l'université Carlos III de Madrid, Eduardo Pérez Brasilla, qui est spécialiste en théâtre et en plus, il a rédigé beaucoup d'introductions, d'éditions critiques de pièces de théâtre basque. Et à tous ces spécialistes de divers champs disciplinaires, puisque vous l'avez vécu récemment, quels souvenirs gardez-vous du jour de la soutenance? Vraiment, je garde un souvenir comme... Bon, je me souviens de deux choses. Il a commencé à pleuvoir, mais il a fini ensoleillé la journée, ce qui était une belle chose. Et après, je me souviens que je n'étais pas aussi nerveuse comme j'aurais cru. Je ne sais pas si c'était le fait que j'étais déjà docteur ailleurs, donc ça m'a permis de relativiser. Mais oui, je garde un souvenir très positif. Oui. Même les critiques, parce que bon, évidemment, il y a toujours des critiques, mais bon, elles étaient pour la plupart constructives, donc voilà, pas du tout traumatique comme expérience. Et pareil, vous pensez que la première expérience de soutenance a plutôt servi la deuxième? Sûrement, je pense. Mais bon, après, c'était un cas particulier puisque la première soutenance avait eu lieu à huis clos. Donc, Ouais. c'était tout un autre contexte. Après, en Espagne, les jurys des thèses, ils sont moins nombreux. Donc, il n'y avait que 3 membres du jury, dont... Non, il n'y avait que le membre du Pays Basque qui était là, mais sinon, tout le monde était confiné chez eux. Mais oui, sans doute. Donc c'était peut-être une deuxième soutenance plus agréable du point de vue humain aussi.
C'était plus agréable humainement, mais en même temps, il était long, hein. Ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué parce qu'en Espagne, souvent les soutenances, elles durent 2 heures, je crois, alors qu'ici en France, c'est tout un exercice aussi d'être 4 heures là. C'est un peu comme une pièce de théâtre, on va dire. Oui, avec une entracte, heureusement. Ça, exactement. Et dans la mesure justement où vous venez de soutenir votre thèse il y a peu, je ne vais pas encore vous demander si vous l'avez relue, mais est-ce que vous projetez de la publier ou de la réemployer dans d'autres projets à court ou moyen terme? Eh bien, je vais répondre aussi à ce que vous n'avez pas demandé. Je l'ai relu puisque je suis en train de... Je corrigeais pas mal des coquilles, des petites erreurs de langue, donc je l'ai relu pour envoyer une version plus propre, avec moins des coquilles, même s'il y en aura toujours, à la bibliothèque universitaire. Et je voudrais bien la publier. Alors ça, j'avoue qu'il faut encore que je réfléchisse si je la publie en France ou en Espagne, en français ou en espagnol, puisque les rédigée en français. Mais j'envisage plutôt une publication sous la forme d'un livre, si possible. Et j'imagine que dans le Pays basque, il y aura justement des publics intéressés par sa traduction. Ben, j'imagine, voilà. Il faudra voir aussi s'il y a des subventions, s'ils veulent peut-être une publication en espagnol et en basque, à voir. En tout cas, on vous le souhaite. Et après toutes ces expériences donc, de thèse singulière, dans quelle mesure l'enseignante-chercheuse que vous êtes aujourd'hui a-t-elle été modelée par les recherches entamées pendant la thèse? C'est une bonne question. Concernant Est-ce les que, recherches. est-ce que ce Mhm. serait plutôt du côté justement de la recherche que ça vous aurait modelé ou alors du côté de l'enseignement? Est-ce que vous arrivez à faire étudier des textes de votre corpus à vos étudiants? Mhm. Enfin, je pense qu'elle m'a modélé des deux côtés, et ben, comme chercheuse évidemment, donc, puisqu'on est toujours une chercheuse en devenir, et que la vie des chercheuses commence après la thèse, une fois qu'on l'a soutenue enfin. Et après, je n'ai pas encore réutilisé des textes de ma thèse pour mes cours, tout simplement, c'était trop frais, donc je préférais faire un peu la part des choses aussi. Par contre, c'est vrai qu'il y a des textes de théâtre qui me passionnent, que je fais souvent étudier aux étudiants, par exemple en thème ou en version, en traduction. Et ils voient quand même, les étudiants, enfin, je leur enseigne une matière intitulée Histoire de la littérature espagnole. Et à chaque fois, ils me disent, Madame, on voit très bien que vous êtes passionnée par les théâtres. Dès que vous parlez de théâtre, là, les cours voilà, prennent une autre énergie. Et il y a aussi cette question de l'empathie, je pense, concernant les sujets que j'ai abordés, vu que c'était un sujet, enfin, quelques pièces un peu, parfois douloureuses aussi, non, où il fallait se mettre à la place de l'autre concernant le conflit au Pays Basque. Je pense que ça aussi, ça m'a permis de développer une empathie vis-à-vis de l'autre, donc de l'étudiant en l'occurrence, de Et vous, prôner la communication. Mm. et vous avez parlé justement des textes de théâtre que vous faisiez traduire dans ces cours de thème et version. Et en sachant que généralement, on traduit plutôt de la narration, comment réagissent vos étudiants face à ces textes de théâtre? Oui, ils les prennent, ils sont parfois un peu surpris, mais après, bon, ça leur change aussi. C'est vrai que je ne le fais pas très souvent, mais bon, ça leur change aussi. Et puis même d'un point de vue linguistique, tout d'un coup, on a des dialogues, on a de jeux, on a de tu. Parce que parfois, la narration, c'est bon, beaucoup d'autofiction, première personne ou troisième personne. Donc, je pense que c'est très enrichissant pour eux. Et puis, même parfois, ça permet aussi de faire des petites lectures, pourquoi pas un cours voilà, un peu théâtralisé pour voir dans quelle mesure ils sont bien intégrés les textes, ils ont bien compris de les jouer un petit peu. Oui, j'imagine tout à fait que ça doit grandement les intéresser. Et, euh, et la question que je me pose plus personnellement serait de savoir quels conseils vous donneriez maintenant à de jeunes doctorants. Je réfléchissais à cela ce matin, justement. Et bon, déjà, bon, je pense que c'est des conseils que tout le monde nous a donnés ou continue de donner, mais de garder en lien toujours avec des collègues d'autres universités, d'essayer de participer à des séminaires, des journées d'études pour échanger les regards, pour se rendre compte qu'en fin de compte, on a toutes et tous les mêmes difficultés, les mêmes angoisses quand on est doctorant. Ça permet aussi de rencontrer des gens qui travaillent sur des thématiques proches aux nôtres, dont on ignore l'existence parfois, et on est agréablement surpris dans les références qu'on peut échanger. Voilà, c'est surtout ça, je pense vraiment, d'essayer de travailler en équipe, ne pas rester dans sa bulle isolée, C'est vrai pour la santé que mentale.
C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort des témoignages des jeunes docteurs, de peut-être dans un premier temps cet isolement, cette déconnexion des laboratoires, des séminaires, et, euh, et qui devient en fait une solution pour parer à cette solitude de la thèse et qui parfois met du temps en fait à s'installer chez le doctorant. C'est le sentiment que vous avez eu aussi? Oui, surtout qu'au début, je ne pouvais pas assister au séminaire de mon laboratoire, puisque j'avais cours au lycée les vendredis. Donc, j'ai passé une année pratiquement à ne pas assister à ces séminaires. Et quand l'année d'après, j'ai pu y aller, enfin, j'ai repris du souffle, clairement. Enfin, le fait d'échanger avec les gens, puis comme on fait de la recherche, on est motivé, on est passionné par ce qu'on fait. Parfois, c'est dur de se mettre à écrire, mais une fois qu'on y est, on est lancé. Et le fait d'échanger, ça ravivait un peu la flamme, non, de dire, bon, allez, je vais rentrer, je suis motivée, là, c'est bon, j'y vais. Comme quoi, au-delà de notre thèse, il existe tout un univers de recherche dans lequel il faut s'inscrire aussi pour tenter en tout cas de survivre dans les meilleures conditions à ce parcours du combattant, du doctorant. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et pour finir, Marina, est-ce que vous pourriez, si ce n'est pas trop douloureux pour vous, nous lire la première phrase de votre thèse et la commenter en nous disant ce qu'elle évoque pour vous aujourd'hui? D'accord. Ce n'est pas douloureux. Bon, c'est une citation. Je ne sais pas si vous voulez que je vous lise la citation Si ou vous pouvez ma lire première bien phrase à sûr, moi. la citation, oui. La citation, d'accord. Donc là, un peu long. C'est une citation de José Carlos Maimer, justement, que j'évoquais tout à l'heure, qui dit: El lugar de la literatura española, próximo a los intereses de la literatura comparada, se planteará también el proceso de establecimiento o invención de la literatura española, pero con otro objetivo. En el ámbito del que hablamos confluyen, en efecto, literaturas a las que se han atribuido estatutos muy diferentes. Los hay vinculados a estados-nación, española y portuguesa, literaturas nacionales sin rasgo estatal, además de literaturas regionales. Esta situación sugiere la complejidad del mapa geoliterario ibérico y, por descontado, la importancia de plantearse con una perspectiva global la cuestión del lugar cuando se trata de la literatura de mayor alcance de entre las vinculadas a este ámbito. Donc voilà, déjà les problèmes il est posé, donc quelle place de la littérature espagnole et de la littérature basque dans les panoramas littéraires. Voilà. Très bien. Par contre, la dernière phrase de ma thèse, elle est plus belle. Est-ce que je peux vous la lire aussi? Bien sûr, avec Parce que du plaisir. coup, le début, c'est un peu long, mais plus belle pour moi. Hein. Ça se trouve, vous n'allez pas aimer, mais ça finit aussi par une citation, mais je pense que c'est vraiment Justement, je vous avais dit que dans ma thèse, j'ai voulu démontrer des choses. D'un côté, remettre la littérature basque dans la littérature espagnole, dans l'histoire de la littérature espagnole, et d'un autre côté, démontrer que le théâtre est vraiment un espace de réconciliation et réparateur pour une société qui a vécu sous la terreur comme la basque. Et donc, je me permets, voilà, de vous imposer cette dernière citation. Donc, d'abord, c'est moi, et puis je vous indiquerai quand c'est la citation. Les possibilités de reconnaissance de soi et d'autrui, déployées sur la scène, cherchent en définitive à créer un espace de rencontre au Pays basque. À l'instar de l'image de la maison pour Gaston Bachelard, le théâtre devient, et je cite, la topographie de notre être intime. Non seulement nos souvenirs, mais nos oublis sont logés. Notre inconscient est logé. Notre âme est une demeure. Fin de citation. Effectivement, une très jolie métaphore pour conclure votre travail. Merci beaucoup, Marina, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous.